Ce jour-là, à cette table, tandis que j'observais les deux enfants que j'avais portés, nourris et élevés, Laurent et Claire discutaient déjà de la manière dont ils se partageraient mes biens avant même que mon dernier souffle Tuken Michaud sang ait tenté de rendre légal ce déshonneur en imitant ma signature sur un document infâme. J'ai souhaité, en tant que mère, que mon cœur cesse de battre, mais en tant que femme, je savais que ce même cœur devait battre plus fort encore pour porter la justice et la vengeance. Tout avait commencé il y a à peine 3 mois, le jour où cette maladie soudaine m'avait cloué au lit et conduit d'urgence à l'hôpital. Lorsque j'avais ouvert les yeux et aperçu, penchés au-dessus de moi, mon fils Étienne et ma fille Claire, j'avais pensé, avec la naïveté d'un cœur de mère, que leur inquiétude était pour ma santé, que la lueur humide dans leurs yeux venait de la peur de me perdre. J'étais alors trop faible, trop avide d'affection pour comprendre que derrière ces larmes ne brillait pas l'amour, mais l'impatience de partager un héritage. Une lueur sournoise qui annonçait un dépeçage bien plus cruel que la maladie elle-même. Les interminables nuits de souffrance passées à l'hôpital, sous l'effet des médicaments qui embuaient mon esprit, m'avaient poussé à leur remettre, sans réfléchir, les clés de ma maison, mes livrets d'épargne, même ma carte d'identité, sous prétexte de sécurité. On ne peut imaginer, tant qu'on ne l'a pas vécu, que ses propres enfants puissent attendre non pas que votre sang se fige, mais que la dernière goutte s'écoule pour mieux vous dépouiller, comme des vautours tournant au-dessus d'un corps encore chaud. Lorsque je suis rentré chez moi, au lieu de me procurer le calme nécessaire pour guérir, il s'était mis, comme pressé par une horloge invisible, à déposer devant moi toutes sortes de documents. « Maman, c'est juste un prélèvement automatique. Maman, c'est pour la facture de l'hôpital. » me forçant, avec mes mains tremblantes, à signer des papiers que je n'avais même pas la force de lire. Chaque fois que je murmurais « D'accord, mon enfant », je ne savais pas encore que je glissais mes doigts dans les engrenages du piège qu'il m'avait tendu, un piège destiné non seulement à me voler ce que je possédais, mais aussi à m'arracher la dignité qu'il me restait. Une nuit, alors que ma gorge brûlait de soif, je m'étais levée avec peine pour aller chercher un verre d'eau, et c'est là, dans l'entrebâillement de la porte, que j'avais entendu leur chuchotement fiévreux. Je m'étais figée. Maman ne se rappellera plus rien avec ses médicaments. Il faut changer le testament, sinon ce terrain ira à la fondation. En entendant ces mots, dans ce couloir glacial, mes jambes s'étaient dérobées sous moi, car ceux que je croyais attendre ma guérison attendaient en vérité la défaillance de mon esprit, espérant que je devienne un pantin docile afin de mettre la main sur mes biens. Me relevant avec peine, je m'étais glissée jusqu'à mon lit comme une voleuse, en retenant jusqu'au son de mon souffle, de peur qu'ils ne me surprennent debout, qu'ils ne comprennent que leur sordide mise en scène venait d'être démasquée et qu'ils ne passent alors à des méthodes encore plus brutales, plus irréversibles. Lorsque l'aube avait fini par dissiper l'ombre de la nuit et que ma porte avait émis ce grincement familier, j'avais vu Claire entrer avec un plateau à la main, le visage recouvert de ce masque de fille dévouée. La nausée m'avait saisie. La veille encore, elle complotait pour faire de moi une morte vivante. Et voilà qu'elle s'avançait, radoucie, arrangeant mon oreiller. « Maman, je t'ai préparé un jus d'orange frais. Il faut prendre tes médicaments. » Jamais je n'aurais cru que l'âme humaine pouvait tomber aussi bas. Lorsque j'avais porté le verre à mes lèvres, faisant semblant d'avaler avec l'eau tous les mensonges qu'elle venait de me servir, j'avais plongé mon regard dans ses yeux et je n'y avais pas vu la moindre trace d'amour. Seulement cette inquiétude glacée. Notre plan fonctionne-t-il ? C'est là, à cet instant précis, que j'avais senti mourir dans les murs de cette chambre la mère prête à tout pour ses enfants. À sa place, un instinct nouveau, froid, méthodique, implacable, avait pris racine, celui d'une chasseuse guettant la moindre faiblesse de ses proies pour survivre. Lorsque la porte s'était refermée derrière elle et que ses pas s'étaient éloignés dans le couloir,
J'avais retiré de sous ma langue le comprimé qu'elle croyait m'avoir fait avaler, ce poison qui n'aurait servi qu'à embrouiller davantage mes pensées, et je l'avais enveloppé dans un mouchoir. Je savais alors que le temps des larmes était révolu. Il était temps d'agir, car cette maison n'habitait plus une mère et ses enfants, mais une vieille femme dont l'héritage excitait les appétits et 2 ennemis prêts à piller tout ce qu'elle avait bâti. Et avant de livrer bataille, je devais prévenir la seule forteresse en qui j'avais encore confiance, Maître Dubois, mon vieil ami, mon avocat, et désormais mon allié le plus essentiel. Alors que mes enfants, libérés pour un instant de ce poids que je représentais, se pavanèrent dans le jardin en riant aux éclats, sans doute occupés à échafauder des plans sur un héritage qu'ils n'avaient pas encore réussi à s'approprier, je fis rouler silencieusement mon fauteuil sur le parquet, retenant même ma respiration pour ne pas faire craquer les lattes. Et dans ma propre maison, parmi mes propres objets, avancer ainsi à pas de loup, comme une voleuse craignant d'être surprise, me lacérait le cœur d'une douleur sourde et humiliante. Lorsque je portai le combiné à mon oreille, le bruit familier de la tonalité me parut être le premier souffle de liberté que j'entendais depuis des mois. Mes doigts picotaient tandis que je composais les chiffres. Mon appel ne s'adressait pas seulement à Maître Dubois, l'ami de la famille depuis 30 ans. J'appelais aussi la justice, celle qui déchirerait les masques de mes enfants et révélerait enfin leur véritable visage. Quand il décrocha, je dus avaler le nœud qui me bloquait la gorge pour parvenir à articuler, d'une voix que je voulais ferme, « Dubois, viens, mes enfants sont en train de me pousser vivante vers la tombe. » Je pouvais entendre, à travers le fil, son souffle se couper d'effroi, tandis que je lui décrivais les détails glaçants de cette machination. Pourtant, je le suppliais, « N'interviens pas tout de suite, surtout pas, n'appelle pas la police. » Car la mère blessée en moi préférait voir ses enfants tomber dans la fosse qu'ils avaient eux-mêmes creusée plutôt que de les savoir derrière les barreaux. Alors je lui donnai ces instructions. « Demain, viens avec ta mallette, mais pas comme un sauveur. Entre dans leur jeu comme un avocat fatigué qui approuve tout sans réfléchir. Nous allons mettre en scène la pièce la plus douloureuse de ma vie. » Au moment précis où j'entendis la grille du jardin s'ouvrir brusquement, je reposai le téléphone et saisis mon tricot à moitié terminé, feignant une tranquillité que je n'éprouvais pas. Quand Étienne entra dans la pièce et planta sur moi ce regard soupçonneux, presque interrogatoire, je compris qu'il ne retrouverait plus jamais l'ancienne Jeanne, celle qui croyait tout, pardonnait tout. Désormais, en face de lui, il avait une femme dont le cœur s'était durci, une femme qui tissait, derrière chaque sourire, la chute programmée de ceux qui l'avaient trahi. Le lendemain matin, alors que chaque bouchée de mon petit déjeuner me brûlait la gorge comme du poison, j'observais mes enfants jeter sans cesse des regards impatients vers la porte, comme si la personne qu'ils attendaient n'était pas un avocat, mais un messager venu leur annoncer qu'ils avaient gagné à la loterie. Jamais encore je n'avais senti avec autant de force à quel point mes propres enfants étaient devenus des étrangers, liés à moi non plus par le sang, mais uniquement par ce fil sordide qu'est la convoitise. Lorsque la porte s'ouvrit enfin et que Maître Dubois entra, avec sa prestance habituelle et sa vieille mallette noire chargée de secrets, je vis Étienne se précipiter vers lui avec un excès de respect et une chaleur feinte qui rappelait davantage un commerçant cherchant à amadouer un client qu'un fils accueillant l'ami de sa mère. Il ignorait que cette mallette ne contenait pas seulement des documents, mais aussi ma douleur, les preuves de leur trahison et l'étincelle qui allait embraser tout leur édifice de mensonges. Quand nous nous installâmes tous dans le salon, autour de la grande table en acajou, je me glissais dans le fauteuil du coin, l'air soumise, fragile, presque absente, comme si je n'étais qu'une vieille femme naïve qui ne comprenait rien.
Claire, elle, se précipita avant même de dire « Bonjour, maître Dubois, maman est très fatiguée, si nous pouvions régler ces signatures rapidement. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Ce n'était pas mon repos qui les intéressait, mais ma disparition. Non pas ma santé, mais la transmission rapide de mes biens. Lorsque Dubois, fidèle au plan que nous avions échafaudé, fit lentement jouer les fermoirs métalliques de sa mallette et en sortit un épais dossier qu'il posa avec gravité sur la table, je vis dans les yeux de mes enfants cette lueur sauvage, celle d'un prédateur convaincu que sa proie est déjà prise au piège. Mais quand il leva brièvement les yeux vers moi et me lança ce regard minuscule, imperceptible pour eux, mais chargé pour moi de toute la force du monde, je sentis mon cœur se raffermir. Car ce jour-là, autour de cette table, la proie, ce n'était pas moi. Les véritables victimes de leur propre avidité, c'étaient eux. Lorsque maître Dubois étala lentement les feuilles blanches sur la table avec la gravité d'un juge disposant des arrêts de mort, je vis mon fils Étienne avancer la main vers les documents d'un geste instinctif, fébrile, comme un affamé qui tenterait d'attraper un morceau de pain. Mais lorsque l'avocat posa fermement sa paume sur les feuilles et lança à mon fils ce regard d'acier que je lui avais toujours connu, accompagné d'un sec « Pas encore, monsieur Étienne, respectons d'abord la procédure », je surpris sur le visage de mon fils ce mélange d'agacement et de honte qui me rappelait une fois encore que son respect n'allait ni à moi, ni au droit, mais uniquement à l'argent, et que sa patience ne durait que jusqu'à l'instant où il pouvait en prendre possession. Claire, cherchant à dissiper la tension d'un geste hypocritement tendre, vint se placer derrière moi pour ajuster mon châle sur mes épaules. Mais je sentis immédiatement que cette fausse délicatesse n'était qu'une façon de peser sur moi, d'exercer une pression douce mais calculée. Elle se pencha vers mon oreille et murmura d'une voix sucrée « Maman, maître Dubois fait seulement son travail, mais toi tu fatigues. Si tout pouvait être réglé vite, tu pourrais enfin te reposer. » Pourtant, loin de me réchauffer, ce souffle glacé me fit frissonner jusqu'à l'âme. Car sous son ton mielleux, j'entendais parfaitement l'autre phrase, celle qu'elle ne disait pas. « Dépêche-toi de signer, maman, pour que nous puissions enfin vivre comme bon nous semble. » Une mère reconnaît ce genre de mensonge au battement même de son cœur. Puis, survint le moment inévitable. Maître Dubois, procédurier jusqu'au bout des ongles, releva ses lunettes, planta sur moi ce regard pénétrant que personne dans la pièce n'osa soutenir, et posa la question que tous attendaient, retenant leur souffle. « Madame Jeanne, confirmez-vous que la cession et la modification testamentaire sont effectuées librement, sans aucune pression, de votre plein gré ?» Le temps se figea autour de moi. Je levai lentement les yeux vers mes enfants, qui me fixaient d'un air implorant, presque suppliant. Mais derrière cette supplication se cachait une menace claire. « Dis oui, maman, ne gâche pas tout. » Dans ces secondes silencieuses, j'ai eu le vertige de comprendre comment les bébés innocents que j'avais bercés étaient devenus ces deux étrangers avides qui me contemplaient avec l'impatience de prédateurs. Contre la tempête qui grondait en moi, je remis mon masque de vieille femme docile, résignée, et inclinai doucement la tête avant de prononcer ce « oui » tant attendu. Je vis immédiatement les épaules de mes enfants s'abaisser. Un souffle profond s'échappait de leur poitrine. Ce n'était pas un soulagement, mais bien l'ivresse du triomphe. Ils crurent avoir gagné. Ils crurent que tout ce qui était à moi leur appartenait désormais. Le sourire complice qu'ils échangèrent alors aurait pu me briser le cœur, si seulement le mien n'avait pas été depuis longtemps blindé par la lucidité. Car ce oui ne validait en rien leur héritage. Il marquait seulement le début de la leçon que le destin leur réservait. Quand maman se posa sur le stylo, il me parut peser une tonne. Je la laissai volontairement trembler, comme si j'étais prête à m'effondrer,
et apposai ma signature au bas de ce document infâme dont je n'avais même pas faim de lire son contenu. Je surpris alors Étienne penché au-dessus de la table, les yeux rivés à la pointe du stylo, comme si sa vie en dépendait. Je compris enfin à quel point mon propre fils s'avait rapetissé. Il ne veillait pas sur ma santé, il veillait sur l'encre. Et cette encre, en s'écoulant sur le papier, ne souillait pas mon honneur, elle condamnait le leur. À peine avais-je levé la main que mon fils se jeta littéralement sur le document, le happant comme un pickpocket arracherait un sac. Dans le même mouvement, ma fille Claire se pencha sur moi pour m'enlacer, posant sur ma joue un baiser froid et humide, saturé d'intérêt. Ce contact me donna la nausée. Il n'y avait dans cette étreinte aucune chaleur, seulement l'odeur rance de leur victoire et de leur avidité. Je résistais à l'envie de m'essuyer la joue, serrant les dents pour ne pas trahir le dégoût qui m'envahissait. Alors qu'ils échangeaient un regard de célébration silencieuse, comme si l'heure était venue de trinquer à leur réussite, Maître Dubois, fidèle à son professionnalisme impassible, rangea calmement le document signé dans sa mallette. Puis, d'un geste calculé et solennel, il en sortit une grande enveloppe épaisse, scellée d'un cachet rouge, qu'il posa au centre de la table avec un claque sonore qui fit vibrer toute la pièce. Je vis aussitôt la joie se figer sur les visages de mes enfants, comme de la cire fondue, soudain glacée. Étienne, encore grisé par ce qu'il croyait être une victoire, tendit machinalement la main vers cette enveloppe mystérieuse où figurait mon nom. Mais cette fois, Maître Dubois abandonna toute douceur. Il posa sa main dessus, avec l'autorité d'un magistrat, et déclara, d'une voix implacable, « Pas si vite, mes enfants. Nous devons maintenant discuter de la condition très particulière que Madame Jeanne, ma cliente, exige pour que ces signatures soient valables. » Et s'étant entendre ce verdict tomber, l'oreille nette, comme une première pierre sur un édifice prêt à s'effondrer, que j'inspirai profondément, car à cet instant précis, le sol commençait enfin à s'ouvrir sous les pieds de mes deux enfants. Alors que l'onde de choc provoquée par l'enveloppe scellée, laissée au centre de la table, n'avait pas encore fini de se répandre dans la pièce, mon fils Étienne perdit soudain tout contrôle. Jetant au sol le masque de fils respectueux qu'il avait mis tant d'années à perfectionner, il se leva d'un bond et frappa brutalement la table en s'écriant « On avait tout prévu, d'où sort encore ce truc-là ?» Ce sursaut de colère, aussi violent qu'involontaire, dévoilait enfin la vérité nue. Il ne s'inquiétait ni pour ma santé, ni pour mon avenir. Ce qui l'obsédait vraiment, c'était de savoir à quelle vitesse il obtiendrait l'argent une fois ma signature posée. Sa fureur trahissait la panique d'un homme dont le plan, soigneusement conçu, venait de s'effondrer. Maître Dubois, imperturbable face à ce torrent d'irrespect, demeura droit comme un roc. Il ouvrit le document avec une lenteur volontaire, solennelle, puis lut d'une voix ferme et claire la phrase fatale. « Même si la propriété de tous les biens est transférée, l'usage et la gestion restent placés sous ma responsabilité exclusive jusqu'au décès de Madame Jeanne et ne pourront en aucun cas être vendus. » Je vis alors, sur les visages de mes enfants, la même expression que l'on imagine sur celui d'un condamné lorsque la corde se resserre autour de son cou. Eux qui pensaient récupérer les titres de propriété et m'expédier dans un établissement pour personnes âgées, se retrouvaient soudain captifs de leur propre piège, transformés en héritiers fictifs, aux mains et aux pieds liés. Claire, dont le plan venait de sombrer, tenta désespérément de reprendre la situation en main. Ne sachant plus que dire, elle s'empressa de décréter devant l'avocat, moi qu'elle appelait une heure plus tôt sa chère maman, que mon esprit n'était plus clair, que je n'étais plus capable de gérer mes biens et que je risquais d'être manipulée. Cette accusation soudaine,
Cette façon de me sacrifier pour sauver ses propres intérêts fut pour moi un poignard. Je baissai la tête, non pour jouer mon rôle, mais pour cacher l'émotion brutale que la trahison de ma propre fille venait de faire éclater en moi. C'est alors que Maître Dubois, suivant à la lettre la stratégie que nous avions minutieusement élaborée, porta le coup le plus décisif. Il déclara, d'un ton calme mais tranchant comme une lame, « Si votre mère n'a pas sa pleine capacité mentale, alors la signature que vous lui avez faite apposer aujourd'hui est nulle et non avenue. Dans ce cas, je demanderai immédiatement la mise sous contrôle de l'État. » Étienne et Claire échangèrent un regard terrorisé, comme deux rats pris au piège, incapables d'avancer ou de reculer. Pour la première fois depuis des années, je sentis, avec un frisson presque agréable, que le pouvoir dans cette maison n'était plus entre leurs mains, mais entre les miennes. Ils n'avaient plus d'échappatoire. Ils comprirent enfin que refuser de signer le protocole revenait à perdre la totalité de ce qu'ils convoitaient tant au profit de coffres publics aussi froids que leur cœur. Je vis les veines du cou d'Étienne se tendre lorsqu'il saisit le stylo et écrasa presque sa pointe sur le papier, comme s'il pouvait d'un seul trait de plume écourter ma vie. Pour une mère, constater que son enfant ne voit plus en elle qu'un obstacle administratif, un compte bancaire avec une expiration, est une souffrance impossible à traduire en mots. Lorsque Maître Dubois ferma son attaché-case, avec la dignité d'un général qui tend un champ de bataille qu'il venait de gagner, il me lança un bref regard, le seul allié que j'avais dans cette maison, puis il franchit la porte, me laissant seul face à mes deux enfants, furieux comme des loups affamés à qui l'on vient de retirer la proie promise. À la tombée du jour, la maison s'emplit d'une obscurité lourde, aussi lourde que l'atmosphère. Mes enfants ne prirent plus même la peine de jouer la comédie. Ils se comportaient comme si je n'étais pas là, comme si j'étais devenu un meuble inutile. Ils dînèrent dans la cuisine en chuchotant, pas même capables de me demander si j'avais besoin de quelque chose, pas même un verre d'eau. Leur affection n'avait été qu'un ticket de théâtre, valable jusqu'à la signature. Une fois le rideau tombé, il ne restait plus que la haine pure, distillée, froide. Lorsque je montais difficilement jusqu'à ma chambre, chaque pas me pesait comme un siècle. C'était la première fois, en 50 ans de vie dans cette maison, autrefois remplie des rires de mes enfants, que je tournais la clé dans la serrure de ma propre chambre, non pas pour me protéger du monde extérieur, mais de mes propres enfants. Le cliquetis métallique de la serrure résonna comme le glas de mon ancien rôle de mère. Ce n'était pas seulement une porte que je venais de fermer, c'était mon passé, ma tendresse, mes mémoires. Et désormais, sous le même toit, nous n'étions plus une famille. Lorsque la lumière grise et lourde de l'aube se glissa par les fenêtres de ma cuisine, autrefois emplie de rire et de l'odeur des croissants chauds, je compris que mon foyer n'était plus ce refuge chaleureux d'autrefois, mais un véritable champ de bataille où mes propres enfants détournaient le regard, comme si ma simple existence les dérangeait. Je découvris en ce moment précis qu'en ce monde, le plus terrible malheur n'était ni la pauvreté, ni la maladie, mais d'être traité comme un fantôme dans sa propre maison par ceux auxquels on a donné la vie. Quand mon fils Étienne, le regard dur et insolent, déposa devant moi un paquet de factures accumulées, certainement le résultat de ses dépenses extravagantes, et me lança « Puisque c'est toi la patronne de l'argent, tu vas payer ces dates aussi. » Son ton méprisant révélait clairement que son but n'était pas de partager le poids des responsabilités, mais de me punir d'avoir signé ce protocole, de m'accabler sous la pression financière afin que je lui redonne le pouvoir qu'il avait perdu. Ma fille Claire, plus sournoise et armée d'une cruauté plus précise, attaqua avec une arme typiquement féminine. Feignant une conversation téléphonique que je pouvais parfaitement entendre, elle lâcha distinctement « L'état de maman s'aggrave.
On ne pourra plus s'en occuper à la maison. Il faudrait peut-être chercher un établissement pas trop cher. » Cette phrase lancée comme une flèche empoisonnée réveilla en moi ma plus grande peur, celle d'être abandonnée, et je compris que ce simulacre n'était rien d'autre qu'une torture psychologique destinée à briser ma volonté et m'obliger à capituler. Il s'attendait certainement à ce que la vieille femme fragile en moi tremble de peur et implore « Pitié, mes enfants, ne me jetez pas dehors, prenez tout ce que vous voulez. » Mais en ce matin glacial, je puisais en moi une force que je ne connaissais pas encore. Je poussai calmement du revers de la main ces papiers menaçants, remplis d'intimidation, et en remplissant ma tasse de thé comme si j'étais seule dans la pièce, je leur offris la réponse la plus dévastatrice qui soit. La mère que vous pouviez manipuler par la peur est morte. En face de vous se tient désormais une étrangère qui voit chacune de vos manœuvres et qui ne reculera plus jamais. Cette nuit-là, en feignant de dormir, j'observais ma propre fille entrer dans ma chambre sur la pointe des pieds, comme une voleuse. Je la vis avancer en retenant son souffle vers la petite caisse que je gardais cachée au fond de mon armoire, celle dans laquelle ne se trouvaient que quelques bijoux hérités de ma mère, et l'argent mis de côté pour mes funérailles, quand je compris que l'ombre qui rôdait dans ma chambre n'était pas le bébé que j'avais bercé jadis, mais une étrangère prête à profaner la dernière intimité de sa mère pour atteindre un peu d'argent. Mon sang se glaça. Lorsqu'incapable de trouver le code, Claire se mit à fouiller mon sac privé avec une agressivité croissante, comme si elle avait droit à tout ce qui m'appartenait, je n'y tins plus. J'allumai brusquement la lampe de chevet. La lumière jaune illumina son visage figé par la peur, livide, et fit apparaître d'une clarté impitoyable l'effondrement du dernier fil de respect qui nous unissait. Dans ses yeux, je ne vis ni remords ni honte, mais uniquement la panique de quelqu'un surpris en flagrant délit et l'appétit insatiable d'une âme affamée. Étienne, au lieu de réprimander sa sœur prise la main dans le sac, se rua vers moi en m'accusant d'être sans cœur, comme si la criminelle n'était pas celle qui fouillait mes affaires en pleine nuit, mais moi qui avais osé allumer la lampe. Cet renversement honteux, cette façon de travestir la réalité avec un aplomb effroyable, me montra que non seulement l'argent avait fait d'eux des voleurs, mais aussi des menteurs sans scrupules. Et tandis que je restais assis sur mon lit, assistant à cette scène sordide, je sentis la dernière étincelle de compassion que je pouvais encore avoir pour eux s'éteindre définitivement dans cette pièce. Au matin de cette nuit cauchemardesque, où mes propres enfants s'étaient mués en voleurs, au lieu de m'enfermer dans ma chambre pour pleurer comme une victime en deuil et terrorisée, j'enfilai les vêtements les plus élégants que je gardais pour les grandes occasions et je descendis au salon en arborant sur mon visage cette expression de « je tiens debout, je ne fléchis pas » comme une armure de fer. Dans leurs regards mêlés de culpabilité et de stupeur, chaque coup de mon bâton contre le parquet résonnait comme un glas. Ce que je portais sur moi n'était pas seulement du tissu, mais la détermination d'une femme qui avait survécu à leur trahison. Et je leur hurlais sans un mot que depuis cette nuit, l'équilibre des forces dans cette maison avait changé définitivement, aussi irréversiblement que le jour chasse la nuit. Lorsque je saisis le téléphone posé sur la table, consciente que mes enfants me scrutaient comme deux hyènes guettant les mouvements d'une proie, j'éprouvai une étrange satisfaction froide et calculée. Ma voix, claire et sans la moindre hésitation, retentit dans la pièce. « Maître Dubois, il faut ouvrir aujourd'hui le grand coffre à la Banque de France, faire l'inventaire et transférer le tout dans un lieu plus sûr, peut-être une fondation. Cette maison n'est plus sûre. » À ces mots,
La terreur pure mêlée à l'avidité alluma une lueur dans les yeux de mes enfants. J'eus à nouveau la preuve qu'ils ne s'inquiétaient ni de ma santé, ni de mon bien-être, mais uniquement du trésor imaginaire qu'ils pensaient enfermer dans ce coffre. Quand Étienne entendit les mots « coffre » et « fondation », il bondit de sa chaise comme si on venait de lui injecter du poison. « Maman, pas besoin d'étrangers, on portera tout nous-mêmes, on protégera tout !» Il se jeta presque sur moi, tentant de ravaler le souvenir de sa tentative de vol de la veille derrière un masque de dévouement mal cousu. Mais ce geste, pour moi, n'était plus qu'une pathétique agitation. D'un simple mouvement de la main, je le fis taire, un geste qui coupait non seulement sa parole, mais aussi l'emprise étouffante qu'il avait longtemps exercée ma vie. Sans prononcer un mot, je lui disais « Tu n'es plus le fils que je protégeais, tu es un charognard qui attend son héritage et je ne nourrirai plus jamais les vautours avec ma propre chair. » En ouvrant la porte pour sortir, l'air frais et libre me frappa le visage et je sentis dans chacun de mes pas vers la voiture qui m'attendait, le poids de ce rôle de mère sacrifiée glissait doucement de mes épaules. La maison que je laissais derrière moi n'était plus un foyer, ce n'était qu'un bloc de béton froid où s'étaient accumulés les mensonges, les déceptions et la trahison. Et même si j'allais à la banque pour protéger une fortune, au fond, ma véritable intention était bien plus profonde. Je voulais enfermer à jamais leurs espoirs maladifs dans cet acier glacé du coffre et leur donner la seule chose que l'argent ne peut acheter, la dignité. Dans la salle privée, silencieuse et climatisée, imprégnée de cette odeur métallique propre à l'argent, je m'assis dans le fauteuil de cuir et tirai vers moi les formulaires d'annulation des cartes supplémentaires et des autorisations de compte que mes enfants avaient vidées sous prétexte de « besoin ». En faisant glisser mon stylo sur le papier, un pincement me serra la poitrine. J'avais la sensation étrange d'une mère qui sèvre son enfant, un geste nécessaire mais douloureux. Car chacune de ces signatures coupait la circulation de la sève empoisonnée qui les maintenait dépendants et les livrait aux mains du vrai maître de la vie, le travail. Quand la jeune employée me demanda d'une voix neutre et mécanique « Maître Jeanne, après cette opération, toutes les limites des cartes utilisées par vos enfants seront annulées. Vous confirmez ?» Je revis le goût de luxe d'Étienne, l'obsession des soins esthétiques de Claire. Alors j'étouffai la dernière miette de compassion qui me restait et répondis « Oui, mademoiselle, fermez tout. Je suis fatiguée de leur donner le poisson. Il est temps qu'ils apprennent enfin à tenir la canne. » À peine sorti du bâtiment, les rayons du soleil effleurant mon visage, l'écran de mon téléphone s'illumina d'appels affolés et ininterrompus. Je savais parfaitement que ces appels ne venaient pas de la nostalgie ou de l'amour, mais du séisme financier provoqué par les cartes refusées. Je coupais le téléphone avec un sourire amer. Je ne me réjouissais pas de leur détresse, mais ils devaient traverser ce brasier pour comprendre à quel point ils étaient dépendants de la femme qu'ils avaient méprisée. Plus tard, installé à une terrasse isolée avec Maître Dubois, sirotant un café loin du chaos de la ville, il me demanda « Et maintenant, Jeanne, allez-vous rentrer chez vous ?» Je répondis par un long silence, mais ce silence disait tout. « Non, je ne rentrerai pas tout de suite. Je les laisserai encore un peu dans l'obscurité de cette incertitude, dans cette peur du « que fait maman de l'héritage? À qui a-t-elle donné ?» Qu'ils goûtent eux aussi le froid de l'angoisse qui m'avait rongé pendant des mois, car parfois, une mère ne dérit pas avec des caresses,
mais avec la morsure glaciale de la vérité. Ce soir-là, lorsque je rentrais chez moi et que j'introduisis la clé dans la serrure, je compris, en entendant ce silence étouffant de l'autre côté de la porte, qu'il ne s'agissait pas de paix, mais du calme menaçant qui précède une tempête. En ouvrant la porte, je trouvai mes 2 enfants, non pas inquiets pour moi, mais dévorés par la rage hystérique de n'avoir pu accéder à l'argent et de voir leurs cartes bancaires refusées, faisant les 100 pas au milieu du salon comme 2 loups affamés ayant acculé leur proie. Alors, je ressentis, avec une lucidité glaciale, que cette maison n'était plus un refuge, mais une arène où nerfs et stratégies s'entrechoquaient. Étienne, sans même me laisser retirer mon manteau, se précipita sur moi comme si la fin du monde s'abattait sur lui. « Ma carte a été refusée, maman, devant mes amis. J'ai été humiliée, ridiculisée. » Sa salive volait tandis qu'il hurlait, et sur son visage congestionné, dans ses yeux exorbités, je ne vis ni l'inquiétude d'un fils pour la santé de sa mère, ni une once d'affection sincère, mais seulement la fureur blessée d'un enfant gâté, privé de son jouet. Et en silence, je ne pus m'empêcher de penser « Si seulement c'était ton caractère et non ta carte qui avait été refusée aujourd'hui. » Mon fils. Au cri d'Étienne se mêlaient les fausses larmes de Claire, installée dans un coin du canapé. « Maman, j'étais chez le coiffeur, la carte n'est pas passée, je me suis couverte de honte, j'ai dû emprunter de l'argent à une amie. » Les entendre définir la honte, non pas comme le fait de briser le cœur de leur mère, mais d'être incapable de payer un brushing, me donna la nausée. Derrière mon masque impassible, je sentais mon âme reculer d'eux à des lieues et des lieues. Quand leur crise de caprice commença à s'essouffler, je plantai dans leurs yeux ce regard froid et distant qui les pétrifia sur place. Puis, je décochai la flèche que Maître Dubois et moi avions soigneusement préparée. Les enfants, d'après le protocole que vous avez signé, Maître Dubois a placé tout le patrimoine sous protection. Il a détecté des mouvements suspects et a tout gelé par procédure de sécurité. Je ne peux absolument rien faire et n'oubliez pas, c'est vous qui avez signé. Leur colère se transforma instantanément en une expression stupide, une prise de conscience paniquée de s'être même piégée. Ce spectacle, pour moi, fut la plus douce des récompenses. À l'aube, j'observai Étienne arpenter la maison en long et en large, téléphonant à Maître Dubois en hurlant. « C'est n'importe quoi, cet argent m'appartient, maman a donné son accord !» Mais la réponse calme, glaciale et plein de termes juridiques qui résonna dans l'appareil. « Je suis désolé, monsieur Étienne, mais le document que vous avez signé me lie les mains. La sécurité de votre mère prime sur tout. » Le fils se ratatinait comme une bougie qui s'éteint. Assise dans mon fauteuil, feuilletant mon journal pour dissimuler mon sourire, je savourais la scène. La loi venait de transformer le fanfaron en petit garçon démuni. Claire, pensant ouvrir cette porte par la manipulation émotionnelle que son frère n'avait pas réussi à crocheter par la force, se glissa jusqu'à mes pieds comme un chat mendiant, prit mes mains glacées entre ses doigts et implora « Maman, toi au moins tu peux faire quelque chose. Maître Dubois t'écoute toujours, ne nous laisse pas dépendre de lui. » Mais ce n'était ni amour, ni tendresse, seulement la détresse d'une femme dont il ne reste presque plus un centime dans le portefeuille. Je la regardais sans une émotion, en pensant « Vous m'avez condamné des années durant à mendier votre amour. Aujourd'hui, à votre tour d'apprendre ce qu'est le manque. » Pour achever ma pièce, je me servis de toute ma maîtrise d'actrice. Je fis trembler ma voix, la rendis vieille et épeurée, et dis « Mes pauvres enfants, mon cœur se serre, mais que puis-je faire ? Quand vous avez signé, Maître Dubois a parlé de tribunal, de contrôle de l'État, j'ai peur. » Ainsi, leur colère se détourna de moi pour se braquer contre leur propre signature et contre l'avocat
que nous avions désigné comme bouc émissaire. C'était la stratégie parfaite. J'étais désormais invisible dans cette bataille, spectatrice, indemne, observant leur chute du premier rang. Vers midi, quand la faim les força à renoncer au restaurant où ils avaient jadis gaspillé des fortunes et que leur carte refusée les obligea à enfin ouvrir la porte de la cuisine, je les vis complètement désemparés face au réfrigérateur. Deux adultes incapables d'éplucher à une simple carotte ou de découper un oignon, contemplant les légumes comme des objets extraterrestres. Et c'est alors que je compris pleinement à quel point je les avais mal préparés à la vie. À force de tout leur donner, je les avais privés d'armes. Et le prix, aujourd'hui, était amer, mais nécessaire. Dans l'après-midi de cette même journée, tandis qu'Étienne s'était réfugié dans le coin le plus sombre du salon pour tenter de vendre pour 3 fois rien cette montre suisse hors de prix qu'il avait autrefois exhibée comme un trophée, je feuilletais distraitement mon livre tout en tendant l'oreille à son lamentable marchandage. J'écoutais, sidéré, la chute d'un homme qui avait cru que son prestige tenait dans un morceau de métal accroché à son poignet. Et lorsque je compris qu'en vendant cette montre, il ne bradait pas seulement le temps, mais aussi son propre orgueil, je reçus cette leçon silencieuse comme un coup de massue. En passant devant la chambre de Claire, dont la porte était restée entr'ouverte, je restais pétrifié devant le spectacle. Elle avait disposé sur son lit ses sacs et chaussures de luxe, alignés comme des reliques, et pleurait à chaudes larmes en tentant de choisir lequel sacrifier. Cette vision m'horrifiait. Elle n'avait pas versé une seule larme à la mort de son père, mais elle sanglotait aujourd'hui pour un morceau de cuir. À cet instant, je compris que son cœur n'était pas fait de chair, mais de logos. De collection et de caprices. Le soir venu, lorsque nous nous installâmes autour de cette grande table jadis réservée aux dîners somptueux, mes enfants fixèrent d'un air dégoûté les assiettes en porcelaine où fumait une simple assiette de pâtes sans sauce, comme si je leur servais un poison. Chaque coup de fourchette, chaque son métallique résonnait comme la musique sinistre de la tension qui envahissait la pièce. Eux avalaient ce repas de pauvres, avec une répugnance mal dissimulée. Moi, en revanche, savourais pour la première fois depuis des années la paix d'un repas humble, honnête, sans gaspillage. Dans mon silence, je leur murmurais intérieurement « Voici le plat le plus savoureux que vous mangerez jamais, mais vos papilles gâtées n'en reconnaissent pas la valeur, car il n'est pas payé par la facilité. » Lorsque la nuit tomba et que ces deux étrangers rongés par la cupidité se retirèrent dans leur chambre, je sortis un ancien album photo couvert de poussière. En feuilletant les pages, mes doigts s'attardèrent sur des images innocentes, la fête de circoncision d'Étienne, la représentation de fin d'année de Claire. Une tempête se déchaînait dans ma poitrine. Comment ces enfants souriants serrés contre moi étaient-ils devenus ces adultes, tapis dans la pièce d'à côté, attendant presque ma mort? Où avais-je failli? Quand mon amour avait-il cessé de les élever pour commencer à les corrompre? Lorsque la misère est trop forte, le vernis de la décence disparaît. Je comprenais enfin ce jour-là que chez les voleurs, l'honneur supposé n'est qu'un mythe. Devant moi, Étienne hurla « Je sais que tu caches de l'argent, donne-le !» tandis qu'il arrachait le sac de sa sœur.
Claire lui répondit en griffant son visage comme une bête sauvage. Leur violence primitive me frappa. Tant que le robinet d'argent, moi, était fermé, ils dévoraient désormais l'un l'autre comme des bêtes affamées. Quand la poussière de leur combat retomba, Claire vint ramper jusqu'à ma chambre pour m'accuser son frère, les yeux noyés de larmes opportunistes. « Maman, Étienne essaie de vendre ton vieux vase provençal sur Internet. Ne lui fais pas confiance, il ne pense qu'à lui. » Elle reniait son propre sang pour une poignée d'euros. Preuve que la trahison n'était plus verticale, mère contre enfant, mais désormais horizontale, frère contre sœur. Ces murmures venimeux n'avaient pas encore disparu que quelques minutes plus tard, Étienne frappa à ma porte, jouant le gardien loyal. « Maman, fais attention, Claire veut remplacer ton collier de diamants par défaut. Verrouille bien le coffre. » Cette facilité à dénoncer l'autre révélait leur cœur. Rongés par la jalousie, la suspicion, la soif du gain, ils étaient prêts de jeter leur propre sœur ou leur propre frère au feu pour un bijou. Je les écoutais sans exprimer la moindre surprise, hochant simplement la tête, comme si je notais mentalement leur trahison. Puis je m'adossai au fauteuil, le regard perdu vers le plafond, tandis qu'une pensée glaçante me traversait. La stratégie du diviser pour mieux régner n'avait même pas eu besoin de moi pour fonctionner. Leur lien n'avait jamais été solide, ils n'étaient qu'unis par l'avidité. Il m'avait suffi de couper l'alimentation, l'argent, pour que l'édifice s'effondre de lui-même. Lorsque la sonnette retentit avec cette insistance lugubre qui transperça le silence de la maison comme un coup de lame, et qu'Étienne, traînant les pieds comme un condamné allant à l'échafaud, alla ouvrir la porte pour recevoir des mains d'un huissier en uniforme les avis de saisie frappés d'un sceau rouge, je le vis blanchir d'un seul coup, vieillissant de 10 ans en une seconde. Toutes ces années passées, à signer des crédits en se disant que « maman payera bien », venaient de se dresser devant lui comme des spectres du passé pour lui serrer la gorge, et je ressentis, malgré la douleur, un souffle glacé de justice me parcourir l'échine. Lorsqu'il tenta vainement de dissimuler ses lettres d'huissier dans sa veste, le regard d'aigle de Claire ne manqua pas l'occasion. Elle lui arracha les papiers des mains, et, découvrant que sa précieuse voiture de sport allait être saisie, poussa un cri si perçant qu'il fit vibrer les vitres. Je compris alors, une fois de plus, que ma fille, qui n'avait pas versé une larme lorsque j'étais hospitalisée, était capable de se noyer en sanglots pour un simple tas de métal sur 4 roues. Voilà où menait leur valeur dévoyée, corrompue par l'argent jusqu'à la moelle. Quelques heures plus tôt encore, ils s'entre-déchiraient. Mais à l'annonce de la saisie imminente, les 2 fauves se liguèrent pour se précipiter dans ma chambre, tombant à genoux à mes pieds. Entre 2 sanglots, ils suppliaient « Maman, aide-nous, ce n'est pas une plaisanterie cette fois, nous allons tout perdre, on finira même en prison !» À les voir ainsi, pitoyables et misérables, mon cœur de mère me crayait de tendre la main. Mais ma raison murmurait avec une froideur chirurgicale: si tu les sauves aujourd'hui, ils n'apprendront jamais. Ils resteront des parasites tant qu'ils n'auront pas goûté à la chute. Alors, je fermai les yeux une seconde, mordis ma langue pour retenir toute parole de réconfort, et lorsque je les rouvris, je leur servis la sentence qui devait les briser pour les guérir. Vous le savez, ce fameux protocole me lie les mains. Sans l'accord de maître Farouk, je ne peux pas retirer 1 centime. Ma signature ne voit plus rien. Je les vis se dégonfler comme 2 ballons crevés. Leurs épaules s'effondrèrent sous le poids de cette vérité fabriquée. Mais cette souffrance était nécessaire, comme un chirurgien amputant un membre gangréné pour sauver le reste du corps. Plus tard, derrière le rideau de dentelle, j'observais Claire effondrée sur le trottoir, tandis que sa chère voiture rouge, jadis son trophée, était hissée sans ménagement sur la plateforme d'un camion de fourrière comme un vulgaire déchet. Ces sanglots qui faisaient trembler ses épaules n'étaient pas pour moi, ni pour une faute commise, mais pour l'idole matérielle qu'on lui arrachait.
Elle n'avait pas crié ainsi lorsque j'étais entre la vie et la mort. Cette comparaison fit couler en moi une brûlure silencieuse. La maison, quant à elle, était devenue un véritable marché aux puces. Je regardais Étienne vendre, pour une poignée d'euros, l'argenterie de son père et toute une série d'appareils électroniques qu'il avait jadis achetés pour flatter son ego. Celui qui s'était vanté d'être un des hommes d'affaires les plus respectés de la région marchandait maintenant comme un mendiant devant un brocanteur rusé. Toute sa superbe s'était envolée, un rappel brutal que la dignité ne réside pas dans les objets, mais dans la façon dont on affronte l'adversité. Ce même jour, notre aide ménagère, faute d'être payée, ne revint pas. Pour la première fois de leur vie, mes enfants durent nettoyer eux-mêmes la maison qu'ils avaient salie. Je les observais depuis l'encadrement de la porte, lutter maladroitement avec un balai ou une éponge graisseuse, Claire catastrophée par un ongle cassé, Étienne écœuré par la simple vue de la vaisselle trempée. Tout cela formait une scène à la fois grotesque et profondément révélatrice. Mes enfants ne savaient rien de l'effort, rien du respect, rien de la valeur d'un geste simple. Quand la nuit tomba et que l'ombre envahit la maison, car ils n'osaient plus allumer les lumières de peur de faire grimper la facture, ils s'affalèrent sur le canapé, épuisés, défaits, vieillis. Avec ma bougie tremblante à la main, j'entrai silencieusement dans le salon et laissai la faible flamme glisser sur leurs visages marqués par la défaite. Je n'ai pas eu besoin de prononcer un seul mot. Dans cette lumière vacillante, ils apparaissaient tels qu'ils étaient vraiment, fragiles, perdus, désarmés. Et ce simple reflet, cette vérité nue, fut la réponse la plus forte, la plus silencieuse, la plus brûlante. Lorsque j'observais de loin Étienne appeler un à un ceux qu'il avait autrefois couverts de champagne dans les restaurants les plus chics de Paris, persuadé qu'ils accouraient à son secours en ces jours sombres, je le vis s'effondrer lentement à chaque « Désolé mon vieux, je ne peux rien pour toi », lâché sèchement au téléphone, ou à chaque communication brutalement coupée avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Ces silences lourds, ces refus glaciaux, lui révélaient enfin que toute cette foule qui gravitait autour de lui pendant ces années d'opulence n'avait jamais aimé que son portefeuille. Et tandis que je l'écoutais imploser dans son propre désarroi, je repensais au proverbe cruel mais terriblement vrai, « Au malheur, nul ami s'en sert ». Quant à Claire, obligée de rencontrer l'une de ses prétendues sœurs de cœur, non pas dans un café mondain, mais dans un coin désert d'un parc, et recevant de sa main l'aumône comptant un mendiant, du bout des doigts, avec un rectus de dégoût, je vis dans ses yeux l'humiliation pure, celle qui piétine l'orgueil et force à regarder ses illusions en face. Ce billet tendu sans chaleur démontait d'un coup tout l'univers artificiel dans lequel elle avait évolué. Un monde faux, hypocrite, tenu par un simple fil prêt à rompre. Ce soir-là, brisés par les coups du destin comme des oiseaux aux ailes froissées, ils revinrent à la maison et s'assirent devant un simple bol de soupe. Plus personne ne trouvait la force de se plaindre du manque de sel ou de la simplicité du plat. Étienne posa sa cuillère, tourna vers moi ses yeux cernés et pour la première fois depuis des années, me regarda vraiment. « Quand papa est mort, comment as-tu fait, maman ? Comment as-tu tenu ?» demanda-t-il, la voix tremblante. C'était le premier signe, fragile mais lumineux, que la glace avait enfin commencé à se fissurer dans son cœur. Quand sa main rugueuse chercha timidement la mienne et quand Claire, la tête haute depuis toujours, vint poser son front contre mon épaule comme une enfant cherchant refuge, je compris que la sanction que je leur avais imposée, cette thérapie par le manque, n'était pas destinée à les détruire, mais à tuer en eux le parasite du caprice, pour laisser renaître les vrais enfants que j'avais jadis portés. Et soudain, malgré la simplicité de notre repas, mon âme se sentit repue d'un parfum oublié.
celui de mes propres enfants retrouvés. Plus tard, lorsqu'Étienne, lui qui s'était tant vanté de son titre de président du conseil dans ces sociétés montées grâce à mon argent, se retrouva enfin seul face à un véritable formulaire de candidature, le vide de son regard me serra le cœur. Il découvrait hébété qu'en dehors du soutien financier de ma main, il n'avait aucune compétence à offrir, aucune sueur versée, aucun mérite réel. Ce constat le pulvérisa de l'intérieur, mais ce fut une destruction nécessaire. De son côté, Claire retourna dans la boutique de luxe où elle avait jadis été accueillie avec des « Bonjour madame » empressés. Mais cette fois, elle y entra non comme une cliente à choyer, mais comme une candidate au salaire minimum. Le regard neutre, presque condescendant du gérant qui ne vit plus en elle une reine mais une postulante ordinaire sans qualification, lui infligea un effondrement social brutal. Elle sortit tête basse, les yeux humides, comprenant enfin que la valeur d'un être ne repose pas sur l'épaisseur de son portefeuille, mais sur le prix de son labeur. Ce soir-là, après avoir essuyé refus sur refus, ils rentrèrent éreintés. Et là où autrefois ils se seraient écharpés en se rendant mutuellement responsables de leur déchéance, cette fois, ils choisirent de s'asseoir côte à côte, en silence. Étienne, d'un geste hésitant mais tendre, tendit un verre d'eau à sa sœur. « Pas encore aujourd'hui, Claire. Personne ne veut nous prendre. » Des mots simples mais lourds d'une solidarité nouvelle. Entre eux, la glace de l'intérêt fondait enfin, pour laisser place à la chaleur rare d'une fraternité authentique. Quand j'entrai dans le salon, mon fils, qui autrefois ne levait les yeux vers moi que pour deviner si mon sac contenait de l'argent, se leva immédiatement, avec une douceur inattendue. « Assieds-toi ici, maman, tu as dû être épuisée aujourd'hui. » Ce geste simple, cette attention inattendue me surprit au point d'en retenir mon souffle, car pour la première fois depuis longtemps, à travers son regard, je ne voyais pas une femme à exploiter, mais une mère à respecter. Et cette reconnaissance tardive mais vraie valait à elle seule toutes les fortunes du monde. En l'observant à travers la vitre un peu sale de ce petit bistrot de quartier, lui, mon fils Étienne, qui autrefois claquait des doigts pour que les serveurs accourent, et qui se tenait maintenant de l'autre côté du service, vêtu d'un tablier taché, avalant en silence les caprices de clients grincheux, je vis chaque goutte de sueur qui coulait de son front comme une eau bénite, effaçant peu à peu l'orgueil incrusté dans son âme. Pour la première fois de sa vie, il se penchait pour gagner son pain. Et ce simple geste, si humble, lui apprenait enfin à se tenir droit. Plus tard, en entrant dans le Monoprix du coin, apercevoir au fond de la dernière caisse ma fille Claire, ses pieds gonflés par des heures passées debout, absorbant sans répondre les reproches injustes d'un client agressif. Et plutôt que de répliquer, baisser la tête et murmurer « Je suis désolée, monsieur », en se mordant la lèvre jusqu'au sang. Ce qu'elle avalait à cet instant, ce n'était pas seulement une humiliation, c'était la dose amère de son propre passé, la sanction silencieuse de ces années où elle regardait le monde du haut de sa vanité. Et je réalisais alors qu'aucune chirurgie esthétique n'aurait pu lui offrir la beauté que venait de lui donner cette soudaine humilité. Ce soir-là, lorsqu'ils sont rentrés, portant dans des sacs de plastique non pas du caviar ou du filet de bœuf comme autrefois, mais un simple morceau de fromage et du pain frais qu'ils avaient acheté avec la fatigue de leurs jambes et la dureté de leurs mains, ils les posèrent sur la table avec un soin presque sacré. Dans leurs yeux, lisait-on cette fierté discrète mais brûlante. Pour la première fois, ce repas ne venait pas d'un héritage, mais de leur propre sueur. Et je compris alors que la bouchée la plus douce qui passe par la gorge de l'être humain
c'est celle qu'il a gagnée sans devoir s'incliner devant personne. Au moment de nous mettre à table, voir mon fils, lui qui autrefois arrachait toujours la plus belle portion, rompre silencieusement la partie la plus tendre du pain, la déposer dans mon assiette et me regarder avec une douceur que j'avais oubliée. Cet instant-là valait pour moi tous les festins du monde. Dans ce petit morceau de pain, il n'y avait ni farine ni eau. Il y avait la compassion renaissante de mon enfant, son égoïsme qui s'effritait, son respect tardif mais sincère. Plus tard dans la nuit, lorsque ce poing invisible s'est posé sur ma poitrine et que je me suis mise à tousser, suffocante, les deux êtres qui, quelques mois auparavant, auraient laissé mourir leur mère pour toucher plutôt à un héritage, ont bondi du canapé comme des ressorts. Étienne s'est précipité près de moi, les yeux écarquillés de terreur pure. « Tiens bon, maman, ne nous quitte pas, s'il te plaît. » Tandis que Claire, ses mains glacées tremblant autour des miennes, les réchaufferait de son souffle. À cet instant précis, j'ai su qu'il ne craignait plus de perdre mon argent, mais de me perdre moi. À l'hôpital Saint-Antoine, dans cette odeur de désinfectant et de fatigue accumulée, je les ai vus lutter pour ne pas s'effondrer. Étienne, dont le téléphone vibrait sans cesse, l'écran affichant « Patron », a décroché, a regardé une seconde, puis a rejeté l'appel d'un geste sec, comme on chasse un moustique. Et ensuite, d'une lenteur presque solennelle, il a éteint son portable, l'a rangé dans sa poche et a chuchoté « Aucun travail sur cette terre ne vaut le souffle de ma mère. » Alors j'ai vu se détacher de ses épaules les galons invisibles de l'arrogance, remplacés par la médaille silencieuse de la responsabilité et de la loyauté. Et Claire, quand elle est revenue de la pharmacie de garde, essoufflée, les joues rougies par le froid, serrant dans sa main les quelques pièces qu'elle avait mises de côté pour son propre déjeuner, mais qu'elle avait finalement dépensées pour m'acheter un petit jus, afin d'éviter que ma glycémie ne chute. Quand elle a ouvert la brique d'une main tremblante et m'a tendu la paille avec une douceur presque maternelle, j'ai senti dans ce geste la naissance d'une véritable fille, débarrassée de son égoïsme, lavée par la compassion. Lorsque la première lumière du jour a traversé la fenêtre de cette chambre d'hôpital et éclairé les silhouettes avachies d'Étienne et de Claire, endormies sur des chaises dures, leurs têtes posées l'une contre l'autre, épuisées mais d'une innocence retrouvée, j'ai su que l'épreuve touchait à sa fin. Ils avaient traversé le feu et en étaient sortis purifiés. Alors, mes doigts tremblants ont saisi mon téléphone. J'ai écrit à Maître Laurent en tapant chaque lettre comme un sot. « Laurent, le jeu est terminé. Demain matin, on ouvre le coffre et la vérité. » En sortant de l'hôpital, lorsqu'ils m'ont aidé à monter dans ce vieux taxi jaune, celui qu'autrefois ils auraient méprisé d'un simple froncement de nez, ne daignant même pas y poser un pied, je les observais dans le rétroviseur, tournant autour de moi comme de fragiles papillons, de peur de me blesser. Voir Claire tendre au chauffeur, les joues en feu, les dernières pièces qu'elle serrait au creux de sa main, me rappela combien cette route ne nous conduisait pas vers une faillite, mais vers le tribunal silencieux où se jugerait le reste de leur vie. Alors je regardais la ville défiler derrière la vitre, dans un silence épais, comme un verdict déjà écrit. Quand ils se sont installés, recroquevillés comme des condamnés, dans les lourds fauteuils en cuir du cabinet de Maître Laurent, persuadés que la sentence du jour serait l'annonce d'une nouvelle saisie, leurs mains tremblaient l'une dans l'autre, blêmes de frayeur. Et lorsque Laurent entra, non pas avec un dossier d'huissier, mais en posant sur la table d'un geste sec un livret bancaire flambant neuf, les doubles des clés de la voiture et de la maison, j'ai senti le temps et les souffles se figer dans la pièce.
Il regardait ces symboles de richesse comme s'il s'agissait d'objets tombés du ciel, incapables d'en comprendre le sens. Et au moment où je vis enfin la stupeur fondre sur leur visage pour laisser place à une honte indisible, je sus que la vérité, à savoir que l'argent n'avait jamais disparu, que le fameux protocole n'était qu'un épouvantail en papier et que leur misère n'était autre qu'un stage obligé dans l'école de la vie que j'avais orchestrée, venait de frapper leur conscience de plein fouet. Cette prise de conscience valait pour moi toutes les victoires. Puis vint l'instant que j'attendais davantage que tout, lorsque, au lieu de se jeter sur cette fortune comme deux loups affamés, Étienne repoussa les clés du revers de la main, leva vers moi ses yeux embués et d'une voix brisée demanda « Maman, tu nous as jetés dans ce feu pour que nous devenions des hommes ?» Dans ce tremblement-là, j'ai compris qu'il souffrait non pas de la perte de l'argent, mais de la perte de ma confiance, et qu'en me regardant moi plutôt que ses billets, il venait de réussir l'examen que la vie, et moi avec elle, leur avions imposé. Assise en face d'eux, leurs épaules affaissées, leurs visages rouges de honte, je plongeais dans leurs yeux pour leur expliquer que tout ce qu'ils avaient vécu n'était pas né de la haine d'une mère, mais d'une opération chirurgicale de l'âme, une intervention nécessaire, douloureuse, brûlante, mais dont le remède se cachait dans la morsure même du poison. Je leur dis que je n'avais pas voulu les détruire, mais les arracher au marécage de l'orgueil et à la maladie de l'insatiabilité qui rongeait leur cœur. Je repoussai alors du bout des doigts cette fortune scintillante comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux, la glissai vers le coffre de Laurent et leur annonçai le second verdict, celui qu'ils n'auraient jamais imaginé. Cet argent restera là où il est. Et vous, vous ne quitterez ni vos tabliers de serveur, ni vos gilets de caissière. Vous avez appris la saveur du pain que l'on gagne soi-même, et je ne vous laisserai jamais oublier ce goût. Autrefois, cette phrase aurait déclenché un cataclysme, mais à ma stupéfaction douce amère, ils inclinèrent la tête avec humilité et murmurèrent « D'accord, maman, si c'est ce que tu juges juste. » Quand ils se levèrent tous deux pour venir s'agenouiller à mes pieds, m'enlacer, et qu'Étienne, secoué de sanglots, chuchota « Pardonne-nous, maman, nous n'avons aimé toi, mais ton argent, que nous étions aveugles. » Leurs larmes chaudes glissant sur ma peau me rappelèrent que ce qui nous unissait n'était pas la glace des comptes bancaires, mais la chaleur de la chair, de l'ongle et du sang, l'amour pur, brut, sans costume ni décor. Et en passant mes doigts dans leurs cheveux, je compris que ce que je venais de faire renaître n'était pas seulement mes enfants, mais ma propre maternité. Quand nous avons quitté le cabinet et rejoint la cohue parisienne, ignorant les voitures luxueuses stationnées devant l'entrée, pour marcher ensemble, épaule contre épaule le long des trottoirs, avec à ma droite mon fils, réconcilié à l'effort, à ma gauche ma fille, délivrée de son orgueil, et au milieu moi, allégé de n'avoir pas sauvé ma fortune même à famille, nous ressemblions peut-être à une famille ordinaire. Mais en réalité, ce qui avançait ce jour-là sur les pavés de Paris, c'étaient 3 survivants d'une grande guerre, dont le seul butin était l'amour retrouvé. Des mois s'étaient écoulés depuis la tempête, et lorsque, dans la cuisine de notre maison, l'odeur des plats sophistiqués, autrefois commandés au restaurant huppé, laissa place au parfum humble mais réconfortant de la soupe que nous préparions désormais ensemble, une soupe infusée de sueur, de patience et de réconciliation, j'ai senti jusqu'au plus profond de mes os que les rires sincères autour de la table et l'attention véritable que nous nous portions désormais valaient 1000 fois plus que toutes les richesses et tout le gaspillage du monde.
car à cette table ne siégeaient plus des héritiers attendant la mort de l'autre, mais une famille réelle qui avait enfin appris à se soutenir. Un soir, en voyant mon fils Étienne essuyer de sa main le filet de sueur qui coulait sur son front devant la porte du petit bistrot où il travaillait, et offrir pour la première fois un sourire véritable à un client, puis en observant ma fille Claire, les jambes tremblantes de fatigue, servir les gens à la caisse avec respect et une lueur d'honnêteté nouvelle dans les yeux, j'ai compris que je ne leur avais pas rendu un héritage matériel, mais quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, la dignité et l'honneur de ne dépendre de personne. Et ce soir-là, je ne fus pas fière qu'il soit serveur ou caissière, mais qu'il soit redevenu humain. Plus tard, dans le silence de mon bureau, lorsque j'ai rassemblé la fausse copie du testament qu'ils avaient voulu me faire signer et la copie du protocole que j'avais dû utiliser comme arme, et que j'ai regardé ces papiers se tordre lentement dans les flammes avant de devenir cendre, j'ai senti que je brûlais non seulement ce passé hideux, mais aussi la dernière étincelle de colère qui restait dans mon cœur. Car je savais désormais que le véritable testament de cette maison n'était plus une liste de biens, mais le lien indestructible qui unissait les 3 personnes sorties ensemble, dignes de l'étude de Maître Laurent. Et si vous aussi, dans votre vie, êtes éprouvé par l'ingratitude ou la trahison de ceux que vous aimez et vous demandez « Où ai-je fauté ?», souvenez-vous, le plus grand héritage qu'une mère puisse léguer n'est ni un compte bancaire, ni un lot de propriété, mais le courage de briser le cadenas qui enferme le cœur de ses enfants afin de faire émerger la compassion qui s'y cache. Car parfois, la plus grande des tendresses consiste à offrir à son enfant le remède le plus amer, la gifle froide de la vérité et du manque, celle qui un jour le sauvera vraiment.